À tous. D'abord, on s'excuse un peu de notre retard. On avait prévu de venir avec des grands lacs qui sont restés coincés dans les escaliers. Vous ne les aurez pas aujourd'hui. Pas de problème. Donc, le costume que nous vous présentons aujourd'hui est le costume que l'on porte pour notre spectacle Art de rue. Alors, c'est un costume des années 1900-1910 et qui était porté sur l'ensemble de la presqu'île de Guérande. C'est vrai que si pour les modes plus anciennes, on pouvait diviser le pays paludier en 3 zones, avec chacune des singularités vestimentaires, pour la mode que nous vous présentons aujourd'hui, nos recherches n'ont pas pu mettre en évidence ce type de différence, et c'est pourquoi le costume qu'on vous présente était un costume qu'on pouvait retrouver sur l'ensemble de la presqu'île. Alors c'était un costume qui était utilisé lors des travaux dans les marais salants, et notamment les travaux lors de la belle saison, le portage et le ramassage du sel. Alors pour ce faire, les gens utilisaient en fait des vieilles pièces de costume qui étaient déjà usées, sans doute avec des étoffes peu fragiles et également les plus pratiques. Et en fait, ils venaient les finir lors des travaux dans les marais salants. Alors pour l'époque que nous avons choisie, on retrouve essentiellement des vêtements liés à la mode citadine, parce que le costume ancien finalement sur notre terroir a été abandonné assez tôt, dès la fin du 19e siècle. Ceci dit, sur la mode que l'on porte, rien n'était strict. On peut voir différentes coupes, différents coloris, et parfois également on voyait des personnes qui portaient encore les costumes anciens. Alors ça, c'est quelque chose qui est particulièrement vrai pour les costumes féminins, puisque les hommes, eux, dès le milieu du 19e siècle, ont déjà adopté des vêtements qui étaient manufacturés. Alors, à travers notre reconstitution, on a essayé de recenser différents ports de mouchoirs, différentes coupes, différents coloris. L'idée était d'obtenir un vestiaire pluriel, finalement assez proche de ce qu'on pouvait retrouver dans les marais salants. Pour ce travail, on s'est appuyé entre autres sur le livre René-Yves Creston, L'instant du geste, livre au sein duquel on retrouve divers croquis de scènes de travail, et notamment des scènes de travail dans les marais salants. Et on s'en est inspiré pour définir finalement la silhouette du costume qu'on voulait obtenir. Ensuite à ça, on a ajouté un travail sur des pièces anciennes qui nous a permis de définir les différents coloris, les différentes étoffes à utiliser, les différentes coupes. Et ça a été possible grâce à la collaboration avec le musée des Marais Salants de Bas-sur-Mer, avec également la collaboration avec un collectionneur privé de la presqu'île et une association de Trescalan Nature. Donc maintenant, je vais vous présenter les différents éléments qu'on retrouve dans un premier temps sur le costume féminin. Tout en dessous, on a une culotte blanche. Voilà. Ensuite, je te laisse remonter. On a donc un premier jupon blanc en coton. Par-dessus, on trouve un deuxième jupon qui est rayé. Ensuite, vient se mettre encore par-dessus une jupe qui va être un petit peu plus épaisse, souvent en laine. Et enfin, un tablier qui a perdu sa bavette, contrairement à d'autres costumes où on a bavette et puis le bas du tablier. Et pour la partie haute, on a un caraco qui est souvent assez cintré. C'est vrai que pour l'époque présentée, les robes, il n'y en a plus beaucoup. Donc on a maintenant plutôt une association caraco-jupe et on a perdu l'ensemble complet de la robe. Au niveau des étoffes qui ont été choisies, et puisque c'était pour le travail dans les marais salants, il fallait que ce soit des étoffes qui soient assez résistantes. Donc on retrouve principalement de la laine, du coton, du lin. C'est à peu près les étoffes principales qu'on avait. Pour ce qui est de la coiffure, vous avez pu constater que la coiffe a disparu pour laisser place à des mouchoirs. Alors, en dessous, bien sûr, les femmes restaient coiffées, puisqu'il fallait pouvoir enlever les mouchoirs, replacer la coiffe pour d'autres occasions, ou en fonction de la tenue. Et donc, vous pouvez voir sur les différentes femmes ici présentes qu'il y a différentes façons de porter les mouchoirs. On en avait un, deux, et différentes façons de le mettre. Voilà, et puis pour le costume masculin, s'il y a un garçon qui veut bien montrer, voilà. Donc pour la partie basse, on a un bleu de travail. Ça pouvait être quelquefois des pantalons de ville, mais principalement un pantalon de travail, parce que les hommes qui travaillaient dans les marais salants pouvaient aussi, souvent même, travailler sur les chantiers navals de Saint-Nazaire. Et donc ils réutilisaient le même pantalon pour ces deux métiers. Au-dessus,
vient se mettre ici une ceinture de flanelle qui a pour but de pouvoir maintenir le dos lors du travail. Donc c'est souvent bien serré quand on les installe. Et en haut, on a une chemise, souvent en coton. Voilà, il y a différents coloris aussi qui existent, parfois maintenus par des bretelles fixées avec des boutons, pas obligatoire là non plus. Pour la tête, on retrouve des chapeaux de paille qui sont à l'arrière, relevés. Donc on a des bords larges pour se protéger du soleil, relevés pour ne pas gêner les mouvements de travail dans les marais salants. Et oui, j'avais oublié de dire, pour les mouchoirs pour les femmes, là aussi, c'était pour se protéger de la réverbération du soleil, protéger les yeux et le visage. Et puis vous avez pu voir aussi au niveau de nos pieds, qu'on est principalement pieds nus. Certains ont des espadrilles. Là aussi, le but c'était de ne pas salir la saline ou le sel au cours du travail. Et puis il y a quelques personnes qui préféraient mettre des espadrilles. Et donc sur Lorraine, on voit aussi qu'il y a sur sa tête, ça s'appelle une torche. C'est fait avec de la toile de jute qui a été torsadée et tressée. Donc c'est pour pouvoir mettre dessus ce qu'on appelle une gède qui sert à transporter le sel, aussi bien les hommes que les femmes. Et donc vous donner un ordre d'idée, quand la gède était remplie, ça allait en moyenne, c'était autour de 40 kilos voilà, de sel transporté. Parfois, pour les plus courageux, ça pouvait être encore quelques kilos supplémentaires. Voilà. Je passe la parole à Benoît, qui va faire la deuxième partie sur la question que nous avons choisie. Alors, bonjour à tous. Donc, la question que nous avons choisie, c'est quelles sont les spécificités et évolutions des chapeaux en pays paludier. Alors, quand on pense pays paludier, très souvent, ce qui nous vient à l'esprit, c'est le chapeau typique que nous portons là avec le costume de cérémonie, que nous allons porter pendant notre spectacle scénique tout à l'heure. Est-ce qu'on peut parler vraiment de chapeau paludier? Non, pas vraiment, dans le sens où c'est plutôt un chapeau qui est tiré des tricornes et des bicornes de l'époque napoléonienne. Alors, peut-être qu'à l'époque, les paludiers ont aimé ce style et se l'ont approprié et l'ont gardé. Peut-être aussi c'était confortable à porter et certainement aussi c'est très visible. Donc, quand on était paludier et qu'on devait aller troquer, commercer son sel ailleurs, eh bien c'était facilement repérable. Donc, malheureusement, on a très peu d'iconographie avant le 19e siècle pour savoir ce que portaient sur la tête les paludiers. Donc on ne peut pas vraiment donner une évolution de ce chapeau-là. Ce qu'on peut penser sûrement, c'est que ce qui était très à la mode en France, ailleurs, au XVIIIe siècle et avant, c'était les grands chapeaux à bords ronds qu'on a trouvés et qu'on trouvait encore. À l'époque d'Hippolyte Lallès, par exemple, on a des représentations dans d'autres terroirs en Bretagne de chapeaux ronds sans rebord comme ça. Et donc certainement, voilà, l'évolution qu'on a eue chez nous, c'est cette forme de tricorne et de bicorne qui a été après, on va dire, abandonnée par tradition au milieu du 19e siècle, simplement pour être portée à la fin par folklore. Voilà, on a continué de fabriquer des chapeaux, on a continué de les porter pour le folklore, pour le tourisme, et donc non plus par habit de tous les jours. Donc comment est confectionné ce chapeau? Donc on a un grand chapeau à bord rond avec ici, hop, un côté qui est rabattu avec une forme en pointe. Pour que ça tienne, on a tout un jeu de lacets qui passent dedans, qui repassent par-dessous et qui sont maintenus par un bouton, ici, qui sert à fixer. Et donc après, pour la décoration, on a deux petites choses. On a un ruban de velours qui pend et qui est libre à l'arrière, qui fait un tour autour du chapeau. Et on a ces espèces de pompons colorés qu'on appelle des chaplouses, qui vient du breton chaplouse chenille. Alors historiquement, c'était de la passementerie qui était fabriquée un peu partout en France, manufacturée. Après, ça ne s'est plus trouvé, ça ne s'est plus fabriqué. Donc pour les besoins de confection des chapeaux, on a dû les faire à la main. Ce qui donne des chaplouses plus grossières, donc avec un diamètre un peu plus gros, parce qu'on doit les faire avec des fils de laine que l'on tresse un peu comme avec des nœuds de filets de pêche. Donc ça a un rendu un petit peu différent, et malheureusement on ne trouve plus de passementerie qui correspondent à ce visuel-là. Voilà, donc ça c'est pour le chapeau, on va dire, principal. Après, on pouvait trouver d'autres couvre-chefs. On trouve dans les iconographies, des fois un petit peu plus anciennes, des bonnets. Donc des bonnets marrons, des bonnets rouges, principalement les marrons pour les hommes adultes et puis les rouges pour les enfants. Après, on ne sait pas s'il y avait vraiment une codification.
Et autrement, comme on vient de le voir pour le Marais, eh bien, on pouvait trouver des chapeaux de paille sur la fin du port du costume. À cette époque-là, on trouvait aussi d'autres chapeaux. Alors c'est vrai que c'est comme pour les vêtements, on avait tendance à user ce qui restait dans les placards. Par chez nous, sur le pays paludier au sens un peu plus large, on a aussi le chapeau rond typique breton et vendéen qui a été porté, donc plutôt en centre-ville. Donc du coup, on le retrouvait aussi sur le Marais pour finir de les user et parce qu'ils étaient aussi peut-être passés de mode. Donc on a trouvé aussi le béret, voilà, donc beaucoup de choses différentes. Ou alors une manière de nouer le mouchoir comme on voit à côté là-bas. Donc voilà pour ce que l'on peut dire sur les chapeaux. Et puis après, eh bien, un petit détail aussi, l'orientation du chapeau de cérémonie pouvait être différente selon le moment. Voilà. Alors on a des petites questions sur les... vous m'entendez? Oui. On a des petites questions sur le choix des couleurs des costumes. Est-ce que vous avez volontairement choisi le bleu, le beige, le marron? Est-ce qu'il y avait d'autres couleurs? Ou est-ce que c'est vraiment ce qui est ressorti de toutes vos recherches? On pouvait trouver tout en pays paludier en fait au niveau des couleurs, que ce soit sur les costumes de cérémonie ou de travail. Donc il y avait vraiment beaucoup de... ça pouvait être un peu bariolé. Il y a un choix qui avait été fait assez esthétique aussi. Donc justement le choix des couleurs était allé dans un sens plutôt esthétique, mais on pouvait trouver beaucoup de choses. Voilà. Et beaucoup aussi de motifs des fois. Et est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez fait pour vieillir vos vêtements? Aux grandes dames, je pense, des petites mains qui ont réalisé les costumes, il a fallu les prendre, aller dehors avec, et puis se rouler par terre, les frotter avec de la paille de fer, avec des brosses. L'idée a été de les abîmer principalement là où on pouvait voir réellement des marques d'usure. Après, il y a beaucoup de vêtements qui sont aussi des vêtements qui avaient déjà été portés, hein, donc qui n'étaient pas neufs. Je pense notamment pour nous les garçons aux chemises, où on a des chemises pour la plupart qui sont pas neuves, hein, donc qui avaient déjà des trous, qui avaient déjà été rapiécés. Donc pour ça, c'est pas on va dire que c'est du réel, voilà. Puis après, pour les traces un petit peu blanchies, pour rappeler un peu le sel, eh bien c'est du savon, simplement qu'on a frotté sur les vêtements. Je me permets juste de rajouter une petite chose, effectivement, sur toutes les pièces anciennes, qui sont notamment les pantalons des garçons et les chemises des garçons. En fait, dès lors qu'il faut les reprendre, parce que forcément, avec l'utilisation, ce sont des pièces qui s'abîment, on les utilise en dansant, dans un contexte scénique qui n'est pas du tout le contexte habituel, on essaie de lire toutes les écritures de stigmates qu'il y a pu déjà y avoir sur les vêtements. Par exemple, je vais vous montrer un exemple tout bête. Ici, sur cette chemise, il y a au dos une reprise qui a été faite au gros coton. Voilà, traditionnelle, elle était faite comme ça. Et quand cette chemise-là s'est retrouvée usée, en fait, on a cherché à reprendre exactement le même type de reprise, ici, ou là, par exemple. Du coup, de trouver exactement le même format de fil et le même format de tissage pour essayer de continuer l'histoire de ce vêtement, comme si... parce que clairement, c'était des vêtements de famille, c'était au sein de la famille, on reprenait le vêtement. Voilà. Donc on a essayé d'être très attentif à ça, que ce soit pour les pièces notamment de pantalons masculins et de chemises masculines qui sont du coup les pièces authentiques. On a vraiment essayé de chercher l'écriture des reprises pour continuer comme si c'était la même personne qui avait repris les choses. Voilà. Très bien. Et la question subsidiaire, c'est est-ce que vous savez d'où venaient les espadrilles à l'époque? Pas les vôtres. Les nôtres sont forcément des espadrilles manufacturées, mais en fait à l'époque les produits étaient aussi manufacturés en 1910, hein, on n'est plus sur la fabrication maison bien sûr. Et puis, je dirais que l'espadrille n'est pas une tradition purement paludière, hein, bien au contraire, on est plutôt sur le sud-ouest. J'imagine qu'elle venait du sud-ouest, mais voilà, on n'a pas la certitude, on ne sait pas. D'accord, merci beaucoup. Très bien.